Dans le courant de la matinée, Tad Trenton se trouvait dans sa chambre à jouer aux autos. En 4 années de vie, il avait accumulé plus d'une trentaine de petits camions, collection exhaustive qui allait des petites bricoles en plastique qu'on vendait à 79 cents dans le drugstore de Brickton, où son père achetait le Times Magazine tous les mercredis soirs. Il fallait faire attention à ces petits camions-là, car ils étaient marqués Made in Taiwan et avaient nettement tendance à se démantibuler. Au fleuron de la série, un énorme bulldozer Tonka, jaune vif, qui arrivait au genou de l'enfant lorsque celui-ci se tenait debout. Tad possédait aussi de nombreux bonshommes pour mettre dans les cabines des camions. Il y avait les personnages à la tête ronde de son jeu Play School, des petits soldats, un certain nombre de ce qu'il appelait les bonshommes de la guerre des étoiles, Luke, Han Solo, Dark Vador, le seigneur noir de l'Empire, un guerrier blanc et 6PO, le grand préféré de Tad. C'était toujours 6PO qui conduisait le bulldozer Tonka. Il lui arrivait de jouer à Starsky et Hutch avec ses camions, à BG et l'ours, aux flics et aux trafiquants. Son papa et sa maman l'avaient emmené voir un film là-dessus, dans un cinéma en plein air, où l'on reste dans la voiture, et Tad avait été très impressionné. Ou encore à un jeu qu'il inventait lui-même. Il l'avait intitulé La chasse aux camions. Mais son jeu favori, celui qui l'accaparait en ce moment, ne portait pas de nom. Il s'agissait de sortir les camions et les bonshommes de ces deux coffres à jouets, puis d'aligner un à un les petits véhicules avec les personnages à l'intérieur, suivant des diagonales parallèles. Les camions en miniature semblaient ainsi garés en biseau le long d'un trottoir que seul Tad pouvait voir. L'enfant leur faisait alors traverser toute la pièce, très lentement, pour à nouveau les aligner, pare-choc contre pare-choc, de l'autre côté de la chambre. Il répétait parfois l'opération 10 ou 15 fois, durant 1 heure et plus, sans jamais se lasser. Vic et Donna s'étaient étonnés du goût de Tad pour ce jeu. Il était assez agaçant de regarder le petit garçon répéter les mêmes gestes en respectant un ordre quasi rituel. Ils lui avaient tous deux demandé en quoi consistait pour lui le plaisir, mais Tad ne possédait pas encore le vocabulaire suffisant pour expliquer. Starsky et Hutch, le flic et les trafiquants, la chasse aux camions ne représentait qu'une simple succession de carambolages. Le jeu sans nom était calme, paisible, tranquille et réglé. Si son vocabulaire avait été suffisant, il aurait pu dire à ses parents que le jeu constituait à sa façon à lui de prononcer le « homme » qui ouvrait les portes de la contemplation et de la réflexion. Ce matin-là, en jouant, il se disait que quelque chose n'allait pas. Ses yeux se tournèrent automatiquement, inconsciemment, vers le placard, mais le problème ne se situait pas là. La porte était soigneusement fermée, et depuis que la formule pour le monstre existait, elle ne s'ouvrait plus jamais toute seule. Non, le mal venait d'ailleurs. Il ne savait pas exactement de quoi il s'agissait, et n'était même pas sûr de désirer vraiment le savoir. Cependant, comme Brett Camber, il était déjà passé maître en l'art de lire les courants du fleuve parental sur lequel il flottait. Tad sentait que ces derniers jours, de sombres tourbillons, des ensablements ou peut-être même des enchevêtrements d'herbes aquatiques se dissimulaient sous la surface. Des rapides, un torrent, tout était possible. Quelque chose n'allait pas entre son père et sa mère. La façon dont ils se regardaient, dont ils se parlaient, clochait. Cela se devinait à leur visage, mais aussi sous le masque. Leurs pensées les trahissaient. Tad acheva de transformer une rangée de camions garés en une file de véhicules immobilisés, pare-choc contre pare-choc, à l'autre bout de la chambre, puis s'approcha de la fenêtre. Il avait un peu mal aux genoux, car il s'amusait au jeu sans nom depuis un certain temps déjà. Juste au-dessous, dans la cour de derrière, sa mère étendait du linge. Une demi-heure plus tôt, elle avait essayé de joindre le garagiste pour sa Pinto, mais il n'était pas chez lui. Elle avait attendu longtemps que quelqu'un décroche, puis avait violemment reposé le combiné, d'un geste plein de colère. Il était rare que sa maman se mette en colère pour d'aussi petits détails. Au moment où il la regardait, elle finissait d'étendre les 2 derniers draps. Elle les fixa du regard, puis ses épaules semblèrent s'affaisser. La jeune femme se dirigea vers le pommier, derrière les 2 fils à linge, et Tad sut, à sa position, jambes écartées, tête baissée, épaules légèrement secouées, qu'elle pleurait. Il l'observa quelques minutes, puis retourna tout doucement à ses camions. Il sentait comme un creux dans le haut de son estomac. Son père lui manquait déjà, lui manquait terriblement, mais ça, c'était pire encore. Un à un, il ramena les camions miniatures à leur place de départ, garés en biseau. Il s'interrompit en entendant claquer la porte vitrée. L'enfant crut que sa mère allait l'appeler, mais non. Il perçut le bruit de ses pas traversant la cuisine, puis le grincement de son fauteuil dans le séjour, quand elle s'y laissa tomber. Mais la télévision ne marchait pas. Tad s'imagina la jeune femme assise en bas, simplement assise, puis chassa bien vite cette vision de son esprit.
Il termina sa rangée de camions. Cispeo, son préféré, était assis dans la cabine du bulldozer et regardait fixement de ses yeux noirs et ronds la porte du placard de Thad. Ses pupilles semblaient agrandies, comme s'il avait vu là quelque chose de tellement effrayant qu'il en avait les yeux dilatés, quelque chose à vous donner le frisson, quelque chose d'horrible qui venait. Thad jeta un regard inquiet en direction du placard. La porte était toujours fermée. Pourtant, il en eut assez de jouer. Il rangea les camions dans ses coffres, les laissant tomber bruyamment afin qu'elle sache qu'il se préparait à descendre pour regarder la télé. Il s'avança vers la porte, puis s'immobilisa, contemplant d'un air fasciné la formule pour le monstre. « Monstre, n'entrez pas dans cette chambre, vous n'avez rien à faire ici. » L'enfant la connaissait par cœur. Il aimait la regarder, connaître les mots, examiner l'écriture de son père. « Rien n'approchera Thad ou ne lui fera du mal de toute la nuit, vous n'avez rien à faire ici. » Pris par une impulsion aussi soudaine qu'indicible, Thad ôta les punaises qui retenaient la feuille de papier. Il saisit la formule avec soin, presque vénération, la plia et glissa le bout de papier dans la poche arrière de son jean. Alors, se sentant en meilleure forme qu'il ne l'avait été de toute la matinée, il descendit l'escalier pour aller regarder son émission à la télé. Le dernier client était venu prendre sa voiture à 12h moins 10. Il avait payé en liquide et Joe avait fourré les billets dans son vieux portefeuille graisseux, se disant qu'il lui faudrait passer prendre encore 500 $ à la banque avant de partir avec Gary. Penser au départ lui rappela Cujo et le problème que posait sa nourriture. Joe grimpa dans la Ford et prit la direction de la maison de Gary Pervier au pied de la colline. Il se gara dans l'allée de Gary. Il franchissait les premières marches du perron quand le salut qu'il s'apprêtait à lancer mourut dans sa gorge. Il dévala les marches qu'il venait de gravir et se baissa. Elles étaient tachées de sang. Joe effleura le ciment des doigts. Les taches étaient gluantes, mais pas encore sèches. Il se redressa, légèrement inquiet, mais sans plus. Gary, complètement ivre, avait dû trébucher, un verre à la main. Joe ne s'affola pas outre mesure avant de s'apercevoir que le panneau rouillé de la porte vitrée était défoncé. « Gary ?» Pas de réponse. Camber se demanda si quelqu'un n'était pas venu régler un vieux compte avec Gary, ou si quelques touristes n'avaient pas demandé un renseignement au vieil homme qui aurait mal choisi son jour pour lui répondre d'aller se faire foutre ailleurs. Joe monta le petit escalier. De nouvelles flaques de sang maculaient le plancher de la véranda. « Gary !» appela-t-il encore, regrettant soudain de ne pas sentir le poids de son fusil de chasse calé contre son bras droit. Il se dit pourtant que si quelqu'un était venu casser la figure de Gary, lui mettre le nez en sang ou bien lui faire tomber les rares dents qui restaient au vieil homme, le type était maintenant parti, car à part celle de Joe, la seule voiture garée dans l'allée était la Chrysler blanche de Gary. Et il paraissait difficile de venir à pied jusqu'à la route municipale numéro 3. La maison de Gary se situait à près de 12 km de la ville et à plus de 3 km de la route Maple-Sugar qui conduisait à la 117. Il s'est sans doute coupé tout seul, songea Joe. Mais, bon Dieu, j'espère que c'était la main et pas la gorge. Il poussa la porte dont les gonds grincèrent. « Gary !» Toujours pas de réponse. Une odeur douceâtre et poisseuse flottait dans l'air. Odeur qu'il n'aimait pas, mais prit d'abord pour celle du chèvrefeuille. L'escalier qui menait au premier se trouvait sur sa gauche. Juste en face de Joe s'étendait le couloir, aboutissant à la cuisine, la porte du séjour s'ouvrant à mi-chemin sur la droite. Joe remarqua une forme par terre, dans le couloir, mais il faisait trop sombre pour qu'il pût déterminer ce que c'était. Cela ressemblait à une petite table renversée ou quelque chose de ce genre, mais Joe n'avait pas vu le moindre meuble dans ce couloir. Gary y abritait parfois ses chaises longues quand il pleuvait, mais la pluie n'était pas tombée depuis 15 jours. Et puis les chaises se trouvaient toujours à leur place habituelle, près de la Chrysler, près du chèvrefeuille. Seulement, le parfum entêtant qui envahissait l'entrée n'était pas celui du chèvrefeuille, c'était celui du sang, d'un flot de sang. Et il ne s'agissait pas d'une petite table retournée. Joe se précipita vers la forme, les battements de son cœur lui martelant les oreilles. Il s'agenouilla près du corps et laissa échapper une sorte de couinement. L'atmosphère du couloir lui parut soudain trop chaude, trop oppressante. Il étouffait. Une main plaquée contre la bouche, il se détourna de Gary. On avait assassiné Gary. On avait... Il se força à regarder. Gary gisait dans une mare de son propre sang. Ses yeux vitreux fixaient le plafond. On lui avait ouvert la gorge. Non, pas seulement ouvert, elle paraissait avoir été arrachée à coups de dents. Joe n'essaya pas cette fois-ci de ravaler sa nausée. Il laissa simplement échapper une suite de sons étranglés, désespérés. Il éprouva un absurde ressentiment à l'égard de Charity. Elle avait eu son voyage et lui n'aurait pas le sien.
Il serait privé de sa virée parce qu'un cinglé avait joué les Jack l'Éventreur avec le pauvre vieux Gary Pervier. Et il fallait appeler la police, ne pas penser au reste, ne pas penser à la façon dont les yeux du vieux pervers fixaient le plafond plongé dans l'ombre, à l'odeur de cuivre chauffé, du sang qui se mêlait aux effluves du chèvrefeuille. Il se redressa, puis se dirigea en titubant vers la cuisine. Un long gémissement jaillissait de sa gorge sans qu'il en prît conscience. Le téléphone était fixé au mur de la cuisine. Il devait appeler la police d'État, le shérif Bannerman, quelqu'un. Il s'immobilisa dans l'embrasure de la porte. Ses yeux s'agrandirent au point d'en paraître véritablement exorbités. Un monceau d'excréments de chien barrait l'entrée de la cuisine, et à la masse de ces excréments, il sut de quel chien il s'agissait. « Cujo !» souffla-t-il. « Oh mon Dieu, Cujo a la rage !» Il crut entendre un bruit dans son dos et fit volte-face, les cheveux dressés sur la tête. Seul Gary occupait le couloir. Gary qui avait assuré quelques jours auparavant que Joe n'aurait pas même pu lancer Cujo sur un sale négro. Gary qui avait la gorge tranchée jusqu'à la colonne vertébrale. Inutile de prendre des risques. Il retraversa le couloir, glissant dans le sang de Gary et laissant derrière lui une longue traînée rougeâtre. Il gémit à nouveau, mais se sentit mieux après avoir fermé la porte intérieure. Joe retourna à la cuisine, évitant soigneusement le corps de Gary, puis jeta un coup d'œil dans la pièce, prêt à fermer très vite la porte qui la séparait du couloir, si jamais Cujo s'y trouvait. Une fois encore, il regretta éperdument de ne pas sentir sur son bras le poids réconfortant de son fusil de chasse. La cuisine paraissait vide. Rien ne bougeait, sinon les rideaux qu'une brise légère agitait en s'infiltrant par les fenêtres ouvertes. L'air était chargé de relents qu'exhalaient les bouteilles de vodka vides. Odeur désagréable, mais préférable à celle à l'autre odeur. Les rayons du soleil projetaient sur le linoléum passé et irrégulier des dessins ordonnés. Le téléphone, dont le revêtement autrefois blanc disparaissait sous la graisse des nombreux repas du vieux célibataire et portait une fêlure, souvenir de quelque ancienne chute d'ivrogne, était comme toujours fixé au mur. Joe entra et ferma solidement la porte derrière lui. Il s'approcha des 2 fenêtres ouvertes et n'aperçut rien d'autre dehors que les 2 carcasses rongées par la rouille des voitures qui avaient précédé la Chrysler de Gary. Joe ferma quand même les fenêtres. Il alla vers le téléphone, suant à grosses gouttes dans la cuisine étouffante. L'annuaire pendait au bout d'une cordelette de chanvre à côté du téléphone. Gary avait pratiqué le trou dans l'annuaire à l'aide de la perceuse de Joe un an auparavant, un jour qu'il était saoul comme un âne et criait à tue-tête qu'il n'en avait rien à foutre. Joe saisit le bottin puis le laissa tomber. Le livre heurta le mur. Joe se sentait les mains trop lourdes. La bile lui emplissait la bouche. Il reprit l'annuaire et l'ouvrit d'un mouvement si brusque qu'il faillit en arracher la couverture. Il aurait pu composer le 0 ou le 555-12-12, mais dans son trouble, l'idée ne l'effleura pas. Le son de sa respiration courte et rapide, des battements accélérés de son cœur et le bruissement des pages minces du bottin couvrirent un léger bruit qui se fit entendre derrière lui. Le craquement de la porte de la cave au moment où Cujo la poussait du museau. Le chien était descendu à la cave après avoir tué Gary Pervier. La lumière de la cuisine lui paraissait trop vive, trop éblouissante. Elle projetait des éclairs de souffrance dans son cerveau malade. La porte de la cave se trouvait entr'ouverte et il l'avait tirée avec la patte pour se ruer au bas de l'escalier, dans la fraîcheur bienfaisante de l'ombre. Il s'était endormi contre la cantine militaire de Gary, et la brise pénétrant dans la cuisine par les fenêtres ouvertes avait repoussé presque complètement la porte. Le souffle d'air n'était cependant pas assez puissant pour la refermer définitivement. Les gémissements, les vomissements de Joe, le bruit précipité de ses pas quand il avait couru fermer la porte d'entrée, tout ce vacarme avait réveillé l'animal à sa douleur. Sa douleur et aussi sa fureur destructrice et insatiable. Il se tenait maintenant derrière Joe, protégé par l'ombre de la cave. Sa tête était baissée, ses yeux écarlates, son épaisse fourrure fauve maculée d'excréments et de boue séchée. De sa gueule coulait un flot continuel de bave, et ses crocs restaient découverts car sa langue avait commencé à enfler. Joe venait de trouver la partie de l'annuaire réservée à Castle Rock. Il en était à la lettre S et promena un doigt tremblant jusqu'au service municipal de Castle Rock, qui figurait dans un cadre à mi-colonne. Il découvrit là le numéro du bureau du shérif. Il allait le composer quand Cujo se mit à émettre un grondement venant du plus profond de sa poitrine. La nervosité sembla suer de tout le corps de Joe Camber. L'annuaire lui échappa des mains pour heurter de nouveau le mur. L'homme se tourna lentement vers le grondement. Il vit Cujo se tenant sur le seuil de la cave. « Gentil chien !» murmura-t-il d'une voix enrouée, la salive lui coulant sur le menton.
Il ne put se retenir d'uriner dans son pantalon, et les relents ammoniaqués frappèrent Cujo comme une gifle. Le chien s'élança. Joe parvint à s'écarter malgré ses jambes aussi raides que des échasses, et l'animal s'écrasa contre le mur avec une telle violence qu'il fendit le papier peint et fit voler le plâtre en un nuage crayeux. La bête ne grondait plus, elle émit une série de sons déchirants, plus terribles que n'importe quel aboiement. Joe battit en retraite vers la porte des terrières. Il se prit le pied dans l'une des chaises. Faisant des moulinets désespérés des bras pour retrouver son équilibre, il était sur le point d'y parvenir quand Cujo, machine à tuer ensanglantée dont la gueule laissait échapper des traînées d'écume, s'abattit sur lui. Le chien dégageait une puanteur marécageuse. « Oh nom de Dieu, va-t'en » hurla Joe Camber. Il se rappela Gary. Protégeant sa gorge d'une main, il essaya de repousser l'assaillant de l'autre. Cujo recula un instant, ses mâchoires se refermèrent sur le vide, et son mufle se retroussa en un rictus belliqueux qui découvrit une rangée de dents semblables aux piquets légèrement jaunis d'une clôture. Puis il chargea à nouveau, et cette fois-ci il s'attaqua aux testicules de Joe Camber. « Hé, mon chou, tu veux venir faire des courses avec moi? On déjeunerait chez Mario ?» Tad se leva. « Oh oui, chic !»« Allez, viens alors !» Son sac passé en bandoulière, Donna portait un jean et un t-shirt bleu délavé. Tad la trouva très jolie. Il fut soulagé de constater qu'il ne subsistait plus trace de larmes, car quand elle pleurait, il pleurait aussi. Il savait bien que cela n'était plus de son âge, mais ne pouvait s'en empêcher. Sa maman se glissait derrière le volant, quand, arrivant à mi-chemin de la voiture, Tad se rappela soudain que la Pinto était bousillée. « Maman ? Et quoi ? Allez, monte !» L'enfant, effrayé, esquissa un mouvement de recul. « Et si la voiture commence à sauter ?» À saut, elle le regarda, interloquée, et il se rendit compte à son expression exaspérée qu'elle avait complètement oublié les problèmes de voiture. Il venait de les lui rappeler, et elle était redevenue malheureuse. Est-ce à cause de la Pinto ou à cause de lui? Il ne le savait pas, mais le sentiment de culpabilité qui naissait en lui disait que c'était de sa faute. Puis le visage de Donna s'adoucit, et elle jeta à son fils le petit sourire en coin qu'elle lui réservait, qu'il était seul à connaître. Il se sentit mieux. « On va juste en ville, t'as dit. Si la bonne vieille Pinto de maman nous lâche, on dépensera $2 dans le seul et unique taxi de Castle Rock pour rentrer à la maison. D'accord ?»« Ok. » Tad grimpa dans l'auto et réussit à refermer la portière. Donna suivait attentivement le moindre de ses gestes, prête à intervenir aussitôt, et Tad se dit qu'elle pensait à Noël dernier, quand il s'était refermé la porte sur le pied et avait dû porter un bandage pendant près d'un mois. Mais il n'était encore qu'un bébé à l'époque, maintenant il avait 4 ans. C'était un grand garçon. Il le savait parce que son papa le lui avait dit. Il sourit à sa mère pour lui prouver que la portière ne constituait plus un problème, et elle lui renvoya son sourire. « Elle est bien fermée ?»« Oui, oui, » assura l'enfant. Alors elle la rouvrit pour la faire claquer de nouveau, car les mamans ne vous croient jamais, sauf quand on leur avoue une bêtise, comme avoir renversé le sucre en poudre en essayant d'attraper la confiture, ou casser un carreau en voulant envoyer une pierre par-dessus le toit du garage. « Allez, boucle ta ceinture » ordonna-t-elle en remettant la sienne. « Quand la soupape ou je ne sais quoi se met à faire des siennes, la voiture bouge pas mal. » Non sans une certaine appréhension, Tad enfila sa ceinture et son harnais. Il souhaitait de tout son cœur qu'il n'ait pas un accident comme dans la chasse au camion, et plus encore il espérait que maman ne pleurerait pas. « Paré à décoller » demanda-t-elle en ajustant des lunettes invisibles. « Paré à décoller » répondit-il en riant. C'était leur jeu habituel. « La piste est dégagée ?»« Piste dégagée. Alors, c'est parti !» Donna mit le contact et remonta l'allée en marche arrière. Un instant plus tard, ils faisaient route vers la ville. Au bout de 500 mètres, ils se détendirent tous les deux. Jusque-là, Donna s'était tenue très raide à son volant, et Tad lui aussi était resté crispé sur son siège. Mais la Pinto tournait si régulièrement qu'on l'eût pu croire sortie de l'usine la veille. Ils se rendirent au supermarché, et Donna acheta pour $40 d'épicerie, suffisamment pour tenir les 10 jours que durerait l'absence de Vic. Tad insista pour avoir une nouvelle boîte de Twinkles, et aurait bien pris des Cocoa Bears si Donna l'avait laissé faire. Il recevait régulièrement des provisions de céréales Sharps, mais se trouvait pour le moment à court. Malgré tant d'agitation, Donna eut quand même le temps, en attendant son tour à la caisse, Tad laissant nonchalamment pendre ses jambes du caddie, de songer amèrement au prix de ces 3 malheureux sacs d'épicerie. Ce n'était pas seulement déprimant, cela devenait affolant. Elle en vint à envisager l'éventualité effrayante, mais vraisemblable, lui soufflait une petite voix dans sa tête.
selon laquelle Vic et Roger pourraient perdre le contrat Sharp, et par conséquent l'agence elle-même. Que représenterait alors le prix de la nourriture? Elle observa une grosse femme, au derrière rebondi, moulée dans un pantalon couleur avocat, qui tirait de son porte-monnaie un carnet de timbres de réduction. Puis elle vit le coup d'œil que la caissière roula à sa collègue et sentit la peur lui mordre le ventre. Ça ne pourrait pas en arriver là, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Il retournerait d'abord à New York. Elle n'aimait pas la façon dont elle sentait ses idées se bousculer, et les repoussa toutes en bloc avant qu'elles puissent se transformer en une véritable avalanche qui l'ensevelirait sous une nouvelle dépression. Elle n'aurait pas acheté de café la prochaine fois, et la note s'allégerait ainsi de 3 $. La jeune femme poussa le caddie jusqu'à la Pinto, puis rangea les courses à l'arrière du coupe, avant de faire monter Tad devant, côté passager, et de s'assurer, au bruit, qu'il avait bien fermé la portière. Elle voulait la fermer elle-même, mais comprenait qu'il se fit un devoir de le faire tout seul, comme un grand garçon. Elle avait frôlé l'infarctus en décembre dernier, quand Tad s'était coincé le pied. Quel cri il avait poussé! Elle avait failli s'évanouir. Et puis Vic s'était précipité, jaillissant de la maison en peignoir de bain, faisant gicler la boue sous ses pieds nus. Elle l'avait laissé s'occuper de tout, se montrer efficace, ce qu'elle ne parvenait jamais à être dans les cas d'urgence. Elle se montrait habituellement une lavette en pareille occasion. Il avait vérifié que le pied ne souffrait d'aucune fracture, s'était rapidement habillé, puis les avait conduits aux urgences de l'hôpital de Brighton. L'épicerie chargée, Tad installé, Donna se glissa derrière le volant et fit démarrer la voiture. C'est maintenant qu'elle va déconner, se dit la jeune femme. Mais la Pinto les conduisit docilement jusqu'à chez Mario, qui proposait de délicieuses pizzas bourrées de suffisamment de calories pour faire prendre un bourrelet de plus à un bûcheron. Elle réussit un assez beau créneau, n'immobilisant l'automobile qu'à une quarantaine de centimètres du trottoir, et emmena Tad au restaurant. Elle se sentait en bonne forme pour la première fois de la matinée. Peut-être Vic s'était-il trompé, et ne s'agissait-il que d'une saleté dans le filtre à essence, saleté qui serait partie toute seule. Donna n'avait pas très envie de se rendre au garage Joe Camber. Il était situé dans un coin vraiment perdu, que Vic avait baptisé avec tout l'esprit qui le caractérisait le coin des bouseux de l'Est. Mais bien sûr, lui pouvait se permettre de faire de l'humour, c'était un homme. Et puis Camber l'avait un peu effrayé la première fois qu'elle l'avait rencontré. Il incarnait le type même du Yankee attardé, au visage peu amène et ne s'exprimant que par grognement. Et ce chien, comment s'appelait-il? Un nom à résonance espagnole. Cujo, oui, voilà. C'était aussi le pseudonyme qu'avait choisi William Wolfe de l'armée symbionnaise de libération. Mais Donna jugea impossible que Joe Camber ait pu donner à son Saint-Bernard le nom d'un braqueur de banque extrémiste et kidnappeur de riches héritières. Elle doutait même que Joe ait jamais entendu parler de l'ASL. Le chien s'était montré plutôt amical, mais cela l'avait mise très mal à l'aise de voir Tad caresser ce monstre, de la même façon qu'elle se crispait en observant son fils refermer la portière. Cujo paraissait assez grand pour ne faire de Tad qu'une bouchée. Comme Tad ne tenait pas tellement aux pizzas, il n'a sûrement pas hérité ça de moi, songea-t-elle. Elle commanda un sandwich chaud au pastrami pour lui et une pizza au poivron et oignons pour elle. Ils s'installèrent à une table donnant sur la rue. « Je vais avoir une haleine à assommer un cheval, se dit-elle, avant de se souvenir que cela n'avait plus aucune importance. Elle pouvait se vanter d'avoir éloigné son mari et son amant occasionnel en moins de 6 semaines. La déprime voulut de nouveau la submerger, mais elle la refoula une fois encore. Ses forces commençaient pourtant à l'abandonner. Ils approchaient de la maison et la radio passait du Bruce Springsteen quand la Pinto recommença. Le premier sursaut, plutôt léger, fut bientôt suivi par un autre plus violent. Donna essaya d'appuyer doucement sur l'accélérateur, par petits coups successifs, cela aidait parfois. « Maman » s'enquit Tad, alarmé. « Tout va bien, Tad » répondit-elle en montant. La Pinto se mit à s'agiter violemment, les projetant avec force contre leur ceinture. Le moteur octa, rugit, l'un des sacs à provisions tomba, les bouteilles et les boîtes de conserve s'éparpillèrent à l'arrière de la voiture, et Donna entendit quelque chose se briser. « Quelle saloperie de bordel de merde !» s'écria-t-elle hors d'elle. La jeune femme apercevait la maison juste derrière le sommet de la colline, qui les narguait, toute proche, mais Donna ne pensait pas que la Pinto pourrait les conduire jusque-là. Effrayé tant par les cris de sa mère que par les secousses de la voiture, Tad fondit en larmes, ce qui mit à leur comble le trouble, la mauvaise humeur et la colère de Donna. « Oh, tais-toi » hurla-t-elle. « Oh, bon sang, tais-toi, Tad !» Il n'en pleura que plus fort, et sa main se mit en quête du renflement de la poche où se trouvait la formule pour le monstre, pliée jusqu'à ne plus former qu'un petit paquet. Toucher la feuille de papier le rassura un peu, pas beaucoup, mais un peu.
Donna décida de se garer et de laisser le véhicule sur place. Il n'y avait rien d'autre à faire. Profitant de ce que la voiture roulait encore, elle se rapprocha du bas-côté. Il se servirait de la brouette de Tad pour porter les courses à la maison, puis déciderait ensuite de ce qu'il faudrait faire de la Pinto. Peut-être, au moment où les roues accrochaient les gravillons du bord de la route, le moteur repartit par 2 fois et les secousses cessèrent comme cela s'était déjà produit auparavant. Un instant plus tard, l'auto filait vers la maison puis s'engageait dans l'allée. Donna remonta le chemin, rangea la voiture, tira le frein à main, coupa le contact, puis s'effondra en pleurs sur le volant. « Maman » fit Tad d'une pauvre petite voix. « Pleure plus » s'efforça-t-il d'ajouter, mais les mots se dessinaient sur ses lèvres sans qu'il pût proférer un son, comme si une laryngite l'avait soudain rendu muet. Il se contenta de regarder sa mère, désireux de la consoler, mais ne sachant pas comment il fallait faire. C'était à son papa de consoler, pas à lui, et il en voulut brusquement à son père de ne pas être là. La violence de son ressentiment le choqua et lui fit peur. Sans aucune raison, il vit la porte de son placard s'ouvrir, répandant une nuit au relent infect. Donna releva enfin la tête, le visage gonflé. Elle prit un mouchoir dans son sac et s'épongea les yeux. « Oh, je suis désolée, mon chou. Je ne criais pas vraiment après toi. Je rouspétais après ce truc. » Elle asséna un grand coup au volant. « Aïe !» Elle porta le revers de sa main à sa bouche et émit un petit rire, un rire un peu triste. « Ça doit être encore la soupape » dit Tad d'un ton maussade. « Sans doute, acquiesça-t-elle, se sentant terriblement seule, sans Vic. « Allez, on va charger les courses. En tout cas, on a la camelote, Bill. »« Tu l'as dit, Joe, répliqua-t-il. Je vais chercher ma brouette. » Il descendit son engin et Donna y déposa les 3 sacs de provisions, après avoir ramassé tout ce qui s'était renversé. Le bruit de verre brisé venait d'une bouteille de ketchup. Vous imaginez la scène. Une demi-bouteille de Heinz répandue sur la moquette bleue outre-mer à l'arrière de l'auto. On eût dit que quelqu'un s'y était fait à Rakiri. Elle pourrait, supposa-t-elle, en ôter la plus grande partie avec une éponge, mais la tâche resterait. Même en utilisant du shampoing à tapis, elle craignait que la tâche ne résiste. Donna tira la brouette jusqu'à la porte de la cuisine pendant que Tad poussait. Une fois dans la maison, elle se demandait si elle devait d'abord ranger l'épicerie ou bien nettoyer le ketchup avant qu'il ne sèche, quand la sonnerie du téléphone retentit. Tel un sprinter au son du pistolet, Tad s'élança. Il savait très bien répondre au téléphone maintenant. « Allô ? Qui était à l'appareil » Le petit garçon écouta un instant, sourit, puis tendit le combiné à sa mère. « Des gens, songea-t-elle. Quelqu'un qui veut parler pendant 2 heures pour ne rien dire, puis tout haut. « Qui est-ce, mon chou ?»« C'est papa. » Les battements de son cœur s'accélérèrent. Elle prit le combiné des mains de Tad et prononça « Allô, Vic ?»« Salut, Donna. » C'était bien sa voix, mais si froide, si prudente. Elle eut l'impression de sombrer, ce qui lui parut vraiment superflu après tout ce qu'elle venait de subir. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Oui, très bien. »« Je croyais que tu appellerais plus tard, ou peut-être pas du tout. »« Oh, nous sommes allés directement au studio Image A. C'est eux qui ont réalisé tous les spots du professeur des céréales Sharp. Et tu ne sais pas quoi? Ils n'arrivent pas à retrouver ces foutues bandes vidéo. Roger s'arrache les cheveux. »« Oui, » commenta-t-elle. « Il a horreur d'être en retard sur l'emploi du temps prévu, n'est-ce pas ?»« Oh, c'est un euphémisme. » Vic poussa un profond soupir. Alors je me suis dit que, pendant qu'il cherchait, la voix s'interrompit, évasive, et la déprime de Donna, sa sensation de sombrer, impression si déplaisante et traduisant pourtant une passivité tellement infantile, se métamorphosa en une peur plus concrète. Vic ne s'exprimait jamais d'une voix aussi incertaine, même quand quelque chose le turlupinait. Elle se rappela son attitude le vendredi soir. Il avait l'air tellement misérable, tellement à bout. « Vic, tu es sûr que tu vas bien ?» Elle perçut l'inquiétude que trahissait sa voix et sut que lui aussi avait dû l'entendre. Tad lui-même leva les yeux de l'album de coloriage qu'il avait ouvert par terre et montra un regard trop brillant, des sourcils légèrement froncés. « Mais oui, » assura Vic. « Je disais juste que j'avais pensé à appeler maintenant, pendant qu'il fouille partout. Je n'aurai sûrement pas le temps ce soir. Comment va Tad ?»« Il va très bien. » Elle envoya un sourire à son fils et lui fit un clin d'œil. Tad lui sourit en retour, les traits détendus, et retourna à ses crayons. « Il a l'air fatigué, et je ne vais pas commencer à l'embêter avec mes histoires de voiture, » pensa-t-elle. Mais elle entreprit aussitôt de tout lui raconter. Elle sentit que sa voix prenait un ton geignard et s'efforça d'en changer. Mais pourquoi donc éprouvait-elle le besoin de lui dire tout cela? Vic semblait craquer complètement, et elle se lamentait à propos d'un carburateur de voiture et d'une bouteille de ketchup renversée. « Oui, on dirait que c'est toujours la soupape, » déclara Vic. «
Il paraissait en fait un peu mieux maintenant, un peu moins abattu. Peut-être parce qu'il s'agissait là d'un problème qui n'avait pas grande importance par rapport à la situation qu'il devrait désormais affronter. Camber ne pouvait pas te prendre aujourd'hui? Oh, j'ai essayé de lui téléphoner, mais il n'y avait personne. Oh, il devait pourtant y être, dit Vic. Il n'a pas le téléphone au garage. C'est généralement sa femme ou son gosse qui court le chercher. Sans doute qu'il n'était ni l'un ni l'autre dans la maison. Mais il peut quand même être parti. Bien sûr, la coupa Vic. Mais j'en doute, chérie. Si jamais un être humain pouvait prendre racine, ce serait à coup sûr Joe Camber. Et tu crois que je devrais simplement tenter ma chance et aller là-bas demanda Donna d'un ton dubitatif. Elle imaginait les kilomètres déserts qui la séparaient de la route municipale numéro 3. Et puis surtout cette portion de chemin menant à la ferme, chemin tellement écarté qu'on n'avait même pas pris la peine de lui donner un nom. Et si la soupape choisissait justement ce coin désolé pour la lâcher pour de bon, cela ne créerait qu'un nouveau sujet de dispute? Non, je pense que tu ferais mieux d'éviter, répondit Vic. Il est sûrement là-bas, à moins qu'on ait vraiment besoin de lui. C'est justement le moment qu'il aura choisi pour s'en aller. La dépression reprenait le dessus. Qu'est-ce que je dois faire alors? Appelle le concessionnaire Ford et demande une dépanneuse. Mais non, il n'y a pas de mais. Si tu essayes de faire les 35 kilomètres jusqu'à South Paris, la bagnole va te lâcher, c'est sûr. Et si tu leur expliques la situation au téléphone, ils pourront peut-être te prêter une voiture, sinon ils t'en loueront une. Louer? Vic, mais c'est très cher, non? Ah oui, accorda-t-il. Elle songea encore qu'elle ne devrait pas se décharger ainsi sur lui. Il pensait sans doute qu'elle était incapable de se débrouiller toute seule, à part peut-être quand il s'agissait de baiser le premier réparateur de meubles venu. Cela, elle savait le faire. Des larmes, à la fois de colère et d'apitoiement, lui piquèrent les yeux. Ne t'inquiète pas. Eh bien, oh merde, voilà Roger. Il est couvert de poussière, mais ils en effilment. Tu me passes ta d'une minute, d'accord? Elle ravala les questions qui se pressaient en masse dans sa gorge. Est-ce que ça allait? Pensait-il que cela pourrait marcher? Pourrait-il revenir en arrière, repartir à zéro? Trop tard, pas le temps. Elle avait gaspillé ses précieuses minutes à gémir sur sa voiture. Pauvre idiote, connasse. Oui, bien sûr, fit-elle. Il t'embrassera pour nous deux. Et Vic? Quoi? Il s'impatientait maintenant, pressé par le temps. Je t'aime, dit-elle. Puis avant qu'il pût répondre, elle ajouta voilà Tad. Elle tendit précipitamment le combiné au petit garçon, manquant presque de lui donner un coup sur la tête, trébucha sur un coussin qu'elle envoya bouler et sortit de l'entrée, aveuglée par un voile de larmes. Elle s'arrêta sous la véranda, les bras serrés contre elle, essayant de reprendre son calme. Son calme, bon sang, son calme. Et songeant à quel point il était étonnant qu'on puisse autant souffrir sans être réellement malade physiquement. Donna percevait derrière elle le doux murmure de la voix de Tad, qui racontait à son père qu'ils avaient mangé chez Mario, que maman avait pris sa pizza préférée, et que la Pinto avait bien marché presque jusqu'à la maison. Puis il dit à Vic qu'il l'aimait. Il eut ensuite le déclic du combiné qu'on raccroche, contact coupé. Du calme. Elle eut enfin l'impression de se reprendre. Donna entra dans la cuisine et commença à ranger les provisions. Charity Camber descendit du car à 3h15 cet après-midi-là. Brett la suivait de près. Brusquement effrayée à l'idée de ne pas reconnaître Holly, elle pétrissait nerveusement la lanière de son sac. Le visage de sa sœur, imprimé dans sa mémoire telle une photographie durant toutes ces années, la cadette qui avait fait un beau mariage, s'évanouit aussi soudainement que mystérieusement, ne laissant qu'un vide brumeux derrière lui. « Tu la vois » s'enquit Brett en posant le pied sur le sol. Il fouilla du regard la gare routière de Stratford avec un vif intérêt. Son expression ne trahissait certainement aucune crainte. « Laisse-moi le temps de jeter un coup d'œil, répondit Charity avec une pointe de sécheresse. Elle attend sans doute à la cafétéria ou... Charity? Elle fit volte-face. Holly était devant elle. L'image si longtemps conservée revint aussitôt, mais pour se placer en transparence sur le visage bien réel de la jeune femme qui se tenait près d'un de ces jeux électroniques qui vous offraient de lutter par écran interposé contre l'envahisseur extraterrestre. La première pensée de Charity fut que Holly portait des lunettes, comme cela faisait drôle. La seconde, de constater cruellement que Holly avait des rides. Pas beaucoup, non, mais des rides indiscutables. Enfin surgit dans son esprit une image aussi nette, concrète et émouvante qu'une vieille photo au ton sépia. Holly en petite culotte sautant dans la mare du vieux Seltzer, ses couettes dressées vers le ciel, en se pinçant le nez entre le pouce et l'index pour ajouter à l'effet comique. Il n'y avait pas de lunettes alors, songea Charity avec un pincement au cœur. Encadrant Holly et coulant vers Charity et Brett des regards intimidés,
se tenaient un petit garçon d'environ 5 ans et une fillette qui pouvait avoir 2 ans et demi. Le pantalon rebondi de la petite fille laissait aisément deviner les couches en dessous. Sa poussette était restée un peu plus loin. « Bonjour, Oli !» articula Charity d'une voix si faible qu'elle parvint à peine à s'entendre. Les rides étaient fines et partaient vers le haut, ce que leur mère aurait appelé de bonnes rides. La jeune femme était vêtue d'une robe bleu marine d'assez bonne qualité. Le pendentif qu'elle portait pouvait être un très beau bijou fantaisie ou une toute petite émeraude. Quelques secondes passèrent, un espace de temps pendant lequel Charity éprouva une joie si violente, si intense, qu'elle sut ne plus avoir jamais à regretter ce que ce voyage avait pu lui coûter. Pour le moment, elle était libre, son fils était libre. Elle avait devant elle sa sœur, les enfants qu'elle voyait étaient de son sang, pas des photos, mais de vrais enfants en chair et en os. Riant et pleurant à la fois, les deux femmes se rapprochèrent l'une et l'autre, d'abord d'un pas hésitant, puis plus précipité. Elles s'enlacèrent, Brett ne bougea pas. La petite fille, alarmée, se colla à sa mère et agrippa solidement l'ourlet de sa robe, peut-être pour empêcher que sa maman et cette drôle de dame ne s'enfuient ensemble. Le petit garçon, lui, dévisagea Brett, puis s'avança. Il portait un jean et un t-shirt sur lequel figurait la mention « Voilà les ennuis qui commencent ». « Tu es mon cousin Brett », commença l'enfant. « Ouais ?»« Moi, je m'appelle Jim. Comment papa ?»« Ouais ?»« Et tu viens du Maine ?» reprit Jim. Derrière lui, Holly et Charity parlaient à toute vitesse, s'interrompaient mutuellement et riaient d'être si pressés de tout se raconter, ici même, dans cette gare routière crasseuse située entre Milford et Bridgeport. « Oui, je suis du Maine, » concéda Brett. « T'as 10 ans, hein ?»« Oui, c'est ça. Moi, j'ai 5 ans. »« Ah ouais, vraiment ? » ?»« Ouais, mais je peux te battre !» Et paf ! Il donna un coup de poing dans le ventre de Brett, pliant son cousin en deux. Brett émit un grand « oups » de surprise. Les deux femmes s'étranglèrent. « Jimmy !» s'écria Holly d'une voix à la fois horrifiée et résignée. Brett se redressa lentement et aperçut sa mère qui le regardait, attendant sa réaction. « Ouais, tu peux me battre quand tu veux, fit Brett en souriant. Il avait fait ce qu'il fallait. Il comprit à l'expression du visage de sa mère qu'il avait bien agi, et il en fut heureux. À 15h30, Donna résolut de laisser Tad à la baby-sitter et d'essayer de conduire la Pinto jusqu'au garage de Camber. Elle avait de nouveau composé son numéro, mais toujours sans obtenir de réponse. Elle avait cependant réfléchi que si Camber ne se trouvait pas à son garage, il rentrerait bientôt, peut-être même avant qu'elle n'arrive là-bas, en supposant évidemment qu'elle y parvienne. Vic lui avait dit la semaine précédente que Camber aurait probablement un vieux taco à lui louer, si jamais la réparation devait lui prendre plus que l'après-midi. C'était cette idée qui avait vraiment décidé Donna, mais elle se dit qu'il valait mieux ne pas emmener Tad. Si la Pinto tombait en rade sur la route et qu'elle doit faire du stop, parfait, mais Tad ne devait pas participer à ce genre de choses. L'enfant, lui, concevait d'autres projets. Peu après avoir parlé à son père, il était monté dans sa chambre et avait étalé sur le lit toute une pile de petits albums roses. Un quart d'heure plus tard, il somnolait. Il fit un rêve en apparence très anodin, mais qui dégageait un étrange pouvoir, presque terrifiant. Dans son sommeil, il vit un garçon lancer en l'air une vieille balle de baseball usée et essayer de taper dessus. Il ratait 1, 2, 3, 4 fois, et au 5e essai, il atteignit la balle, et la batte, autour de laquelle on avait mis du Chatterton, se brisa au niveau de la poignée. Le garçon garda un moment la poignée à la main, des lambeaux de Chatterton noirs pendaient, puis se baissa et ramassa le bout renflé de la batte. Il l'examina un instant, secoua la tête en signe de dégoût, puis jeta les morceaux de bois dans les hautes herbes qui bordaient l'allée. Il se tourna, et Tad se rendit compte, avec une stupeur où se mêlaient le plaisir et la terreur, que le garçon était lui-même à 10 ou 11 ans. Oui, c'était lui, il en était certain. Puis le garçon disparut et la grisaille régna. Tad percevait 2 sons, le grincement des chaînes de la balançoire et le lointain coin-coin des canards. Perdu dans ces bruits et cette grisaille, il eut soudain la sensation effrayante de ne plus pouvoir respirer, de suffoquer. Un homme émergeait de la brume, un homme vêtu d'un imperméable de vinyle noir et qui portait dans une main un bâton terminé par une pancarte « Stop ». Il grimaça un sourire, ses yeux semblaient 2 pièces d'argent étincelantes. Il leva l'autre main pour désigner Tad, et le petit garçon vit avec horreur qu'il ne s'agissait pas vraiment d'une main, mais d'os, et que le visage dissimulé par la capuche de vinyle luisante n'était pas du tout un visage, c'était un crâne. C'était... Tad s'éveilla dans un sursaut,
Le corps baigné d'une sueur dont la chaleur suffocante de la chambre n'était pas seule responsable. Il se redressa, s'appuya sur les coudes, cherchant désespérément à retrouver son souffle. Clic. La porte du placard s'ouvrait. Au moment où elle s'écartait, l'enfant eut le temps d'apercevoir quelque chose à l'intérieur avant de se ruer vers l'autre porte, celle du palier, aussi vite qu'il pouvait. Il n'entrevit la chose qu'une fraction de seconde, mais suffisamment longtemps pour savoir qu'il ne s'agissait pas de l'homme à l'imperméable luisant, de Frank Dodd, le tueur de dames. Non, ce n'était pas lui. Il vit autre chose. Une bête aux yeux écarlates, telles 2 taches de sang. Mais il ne devait pas en parler à sa mère, alors il préféra s'en prendre à Debbie, la baby-sitter. Il ne voulait pas rester avec Debbie. Elle était méchante avec lui, mettait toujours le son du tourne-disque au maximum, etc., etc. Se rendant compte que ces jérémiades ne produisaient pas beaucoup d'effet sur sa mère, Tad suggéra d'une voix sinistre que Debbie pourrait essayer de le tuer. Quand Donna eut la malencontreuse idée de se tordre de rire en imaginant Debbie Geringer, une adolescente de 15 ans, myope de surcroît, en train d'assassiner quelqu'un, Tad éclata en sanglots et s'enfuit dans la salle de séjour. Il avait tant besoin de lui dire que Debbie Geringer ne serait peut-être pas de force à lutter contre le monstre du placard, que le monstre pourrait sortir si sa mère n'était pas de retour avant la nuit. Ce serait peut-être l'homme à l'imperméable noir, peut-être la bête. Donna le suivit, désolée de s'être laissée aller rire en se demandant comment elle avait pu se montrer aussi cruelle. Son papa était parti, et cela suffisait à rendre l'enfant de mauvaise humeur. Il ne voulait pas perdre de vue sa mère, ne fût-ce qu'1 heure. Et se peut-il qu'il ait senti ce qui s'était passé entre Vic et moi? Qu'il ait entendu? Non, elle rejetait cette idée. Elle ne pouvait y penser. Tad était simplement perturbé dans ses habitudes. Donna trouva la porte du séjour fermée. Elle faillit saisir la poignée, puis, après une hésitation, frappa doucement. Aucune réponse ne se fit entendre. Elle frappa de nouveau, et n'obtenant toujours rien, pénétra silencieusement dans la pièce. Tad était allongé sur le divan, la tête enfouie sous l'un des coussins du dossier. Elle reconnut là l'attitude réservée au grand chagrin. « Tad !» Pas de réponse. « Je regrette d'avoir ri. » Le visage du petit garçon apparut sous un coin du gros coussin gris perle. Il était trempé de larmes. « S'il te plaît, je peux venir ?» demanda-t-il. « Ne me laisse pas ici avec Debbie, maman. » Le grand cinéma, songea-t-elle. Il se forçait de façon évidente. Elle ne fut pas dupe, du moins le crut-elle, mais n'eut pas le courage de prendre un ton sévère, un peu parce qu'elle sentait ses propres larmes revenir. L'averse semblait toujours près de tomber ces derniers temps. « Mon chéri, t'as bien vu ce qu'a fait la Pinto quand nous sommes rentrés des courses. Elle pourrait tomber en panne en plein milieu du coin des Bouzeux de l'Est, et il nous faudrait alors marcher jusqu'à une maison pour téléphoner. Ce serait peut-être loin. »« Et alors, je marche bien. »« Je sais, mais tu pourrais avoir peur. » Se représentant soudain la bête de son placard, Tad se mit à crier de toutes ses forces. « Non, je n'aurais pas peur. » Sa main s'était machinalement portée au renflement de la poche de son jean qui renfermait la formule pour le monstre. « Ne crie pas comme ça, s'il te plaît. C'est très laid. » Il baissa le ton. « Je n'aurais pas peur. Je veux seulement aller avec toi. » Donna jeta sur son fils un regard désemparé, sachant qu'elle devait appeler Debbie, mais sentant qu'elle se laissait honteusement manipuler par un enfant de 4 ans. Si elle capitulait, elle n'aurait aucune excuse. C'est comme une réaction en chaîne qui ne s'arrête nulle part et qui bloque des mécanismes dont je ne supposais même pas l'existence. « Oh mon Dieu, comme je voudrais être à Tahiti !» pensa-t-elle. Elle ouvrit la bouche pour dire à Tad d'une voix ferme et catégorique qu'elle allait téléphoner à Debbie, et que, s'il était sage, ils feraient du pop-corn ensemble, mais que s'il continuait à se montrer méchant, il irait au lit tout de suite après manger, et qu'il n'y avait plus rien à ajouter. Au lieu de cela, elle lâcha. « D'accord, tu peux venir, mais la Pinto n'arrivera peut-être pas jusqu'au garage, et dans ce cas nous devrons marcher pour trouver une maison et appeler un taxi pour qu'il vienne nous rechercher. Alors si cela se produit, Tad Prenton, je ne veux pas t'entendre pleurnicher. »« Non, non, Laisse-moi terminer. Je ne veux pas t'entendre pleurnicher, ni me demander de te porter, car il n'en sera pas question. C'est bien compris ? » ?»« Oui, 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 bien sûr. » Tad sauta du divan, son chagrin oublié. « On part tout de suite ? » Oui, je crois. Ou plutôt... Attends, je sais. Nous allons préparer un goûter, et nous prendrons aussi un thermos de lait. Des fois qu'on doive rester là-bas toute la nuit ? Tad semblait de nouveau dubitatif. « Mais non, mon chéri. » Elle lui sourit et l'embrassa. « Je n'ai toujours pas réussi à avoir M. Camber au bout du fil. Ton papa dit que c'est sans doute parce qu'il n'a pas le téléphone dans son garage et qu'il n'entend pas la sonnerie.
Sa femme et son petit garçon doivent être partis aussi. Bon, il devrait mettre le téléphone dans son garage, dit Tad. C'est idiot. Oh, surtout ne lui dis pas ça, déclara aussitôt Donna, et Tad fit signe qu'il s'en garderait. De toute façon, s'il n'est pas là, j'ai pensé qu'on pourrait goûter tous les deux dans la voiture ou sur les marches de sa maison en l'attendant. Tad frappa des mains. Chic, chic, je peux prendre mon panier à goûter Snoopy? Bien sûr, répondit Donna, abandonnant complètement. La jeune femme sortit un paquet de petits gâteaux aux figues et un autre de biscuits secs. Donna les trouvait on ne peut moins appétissants, mais c'était ce que Tad préférait depuis toujours. Elle enveloppa quelques olives et rondelles de concombre dans du papier d'aluminium, puis remplit de lait le thermos de Tad, ainsi que la moitié du grand thermos de Vic, celui qu'il emportait en camping. La vue de la nourriture la mit quelque peu mal à l'aise. Elle contempla le téléphone et songea à appeler encore une fois Camber. Puis elle se dit que cela ne servirait à rien, puisqu'il partirait de toute façon. Elle voulut ensuite redemander à Tad s'il ne préférait pas plutôt qu'elle fasse venir Debbie Geringer, et en conçut quelque inquiétude sur son propre état mental, Tad s'étant montré des plus clairs sur ce point. Mais brusquement, elle ne se sentait pas bien du tout. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi. La jeune femme jeta un coup d'œil circulaire dans la cuisine, comme si elle espérait y découvrir la cause de son malaise. En vain. « On y va, maman ?» ?»« Oui, fit-elle d'un ton absent. Un pense-bête était accroché au mur près du réfrigérateur. Donna y inscrivit « Suis parti avec Tad au garage Joe Camber pour la Pinto. Reviendrai vite. »« Tu es prêt, Tad ?»« Oui. » Il la gratifia d'un grand sourire. « Tu as écrit ça pour qui ?»« Oh, Joanie pourrait passer rapporter des framboises, expliqua-t-elle évasivement. Ou Alison Mackenzie. Elle devait venir me montrer des produits Avon. »« Ah ?» Donna lui ébouriffa les cheveux et ils sortirent. La chaleur les surprit comme un coup de marteau amorti par un oreiller. Cette saloperie de voiture ne va même pas vouloir démarrer, songea-t-elle. Elle se trompait. Il était 15h45. Ils prirent la route 117 vers le sud, en direction de la route Maple-Sugar, qu'on retrouvait à environ 8 km de la ville. La Pinto se montra des plus dociles, et s'il n'y avait pas eu les à-coups et les ratés du début de l'après-midi, Donna se serait demandé pourquoi elle s'affolait ainsi. Mais les à-coups s'étaient bien produits, aussi conduisait-elle très raide derrière son volant, ne dépassant pas le 65 km à l'heure, et se rangeant soigneusement sur sa droite dès qu'une voiture approchait pour la doubler. La circulation était assez dense. La marée des touristes et des vacanciers montait déjà. La Pinto n'étant pas pourvue de climatisation, ils roulèrent les deux vitres baissées. Un fourgon immatriculé à New York, tirant une énorme remorque qui contenait 2 vélomoteurs, les dépassa dans un virage sans visibilité, le chauffeur faisant résonner son klaxon. La passagère, une grosse femme portant des lunettes de soleil, jeta vers Donna et Tad un regard méprisant. « Va te faire foutre !» hurla Donna, qui joignit le geste à la parole en pointant son majeur vers la grosse dame. Celle-ci se détourna précipitamment. Tad observait sa mère avec un soupçon d'inquiétude et Donna lui sourit. « Oh, ce n'est rien, mon grand. Tout marche bien. Ce sont juste des imbéciles de New York, des étrangers. »« Ah » émit prudemment Tad. « Écoute-moi ça, se dit-elle. La grande Yankee a parlé. Vic serait fier de toi. » Elle se moquait un peu d'elle-même, vu que les autochtones considéraient ceux qui venaient s'installer dans le Maine comme des étrangers jusqu'au jour de leur mort. Ils gravaient alors sur la pierre tombale du défunt une inscription du genre « Harry Jones, Castle Rock, Maine, originaire d'Omaha, Nebraska ». La plupart des touristes se dirigeaient vers la 302, où ils prendraient soit à l'est pour rejoindre Naples, soit à l'ouest pour atteindre Bington, Freiburg ou gagner le New Hampshire, ses montagnes, ses parcs d'attractions bon marché et ses restaurants détaxés. Donna et Tad n'allaient pas jusqu'au carrefour de la 302. Quoique leur maison dominât Castle Rock et son grand jardin public de cartes postales, les bois étouffaient déjà la route à moins de 8 km du jardin des Trenton. La forêt reculait parfois, à peine, pour céder la place à un petit enclos renfermant une maisonnette ou une caravane. Au fur et à mesure que la Pinto s'enfonçait dans les bois, les maisons ressemblaient davantage à ce que le père de Donna appelait la baraque irlandaise. Le soleil jetait encore une lumière vive, et la nuit ne tomberait pas avant 4 bonnes heures, mais la désolation du paysage redonna à la jeune femme une impression de malaise. Tout se passait encore bien, là, sur la 117, mais quand ils auraient quitté la grande route... Donna bifurqua quand surgit la pancarte indiquant « Route Maple-Sugar » en lettres presque effacées par le temps. Les éclats du morceau de bois laissaient deviner que les enfants l'avaient bien souvent pris pour cible de leur carabine à plomb. C'était une petite route au revêtement très noir, bosselée et déformée par le gel.
Elle longeait 2 ou 3 belles demeures, puis 2 ou 3 maisons plus ordinaires, avant de passer devant une vieille caravane délabrée, calée sur une assise de ciment en piteux état. Le petit jardin était envahi par des mauvaises herbes, dans lesquelles Donna remarqua quelques jouets de plastique bon marché. Cloué à un arbre à l'entrée du jardin, un panneau indiquait « Chaton à donner ». Un gamin d'à peu près 2 ans se tenait le ventre gonflé dans l'allée. Ses couches trempées avaient glissé et laissé apparaître son pénis minuscule. Il avait la bouche grande ouverte et mettait un doigt dans son nez, un autre dans le nombril. Donna sentit la chair de poule la parcourir en détaillant l'enfant. « Ça suffit, mais qu'est-ce que t'as, bon sang ?» De nouveau les bois se refermaient sur la route. Une vieille Ford au capot et à l'avant badigeonnée au minimum les croisa. Un adolescent chevelu se tenait vautré derrière le volant. Il ne portait pas de chemise. La voiture faisait peut-être du 120. Ce fut le dernier véhicule que rencontrèrent Tad et Donna. La route Maple Sugar grimpait abruptement, et quand ils dépassaient un champ ou un grand jardin, une vue étonnante de l'ouest du Maine se présentait à leurs yeux. Au loin, le lac Long miroitait tel un saphir merveilleux. Ils gravissaient une autre de ces collines érodées. Comme annoncé, la route était maintenant bordée d'érables poussiéreux et assoiffés, quand la Pinto se remit à octer et à sursauter. Donna cessa de respirer, se disant « Allez, vas-y, 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 saleté de bagnole, allez !» Tad se tortilla sur le siège passager et étreignit un peu plus fort sa boîte Snoopy. Donna se mit à pomper légèrement sur l'accélérateur, son esprit répétant inlassablement, comme une prière inarticulée « Allez, vas-y, vas-y !» « Maman, est-ce que... » « Ah, tais-toi, Tad !» Les à-coups s'intensifièrent. Elle donna un coup rageur sur la pédale, et la Pinto repartit, son moteur reprenant un rythme régulier. « Ouais !» s'écria Tad, si fort et si brusquement que Donna tressauta. « Oh, nous n'y sommes pas encore, t'as dit. » 1,5 kilomètre plus loin, ils arrivèrent à une intersection où un nouveau panneau de bois indiquait « Route municipale numéro 3 ». Donna s'engagea sur la voie en éprouvant un sentiment de triomphe. Si elle se souvenait bien, les Camber habitaient à moins de 2 kilomètres de là. La Pinto pouvait rendre l'âme, maintenant le trajet était faisable à pied. Ils laissèrent derrière eux une maison en ruine, devant laquelle était garé un break Ford et une grosse automobile blanche et rouillée. Donna remarqua dans son rétroviseur que là où le soleil devait donner presque toute la journée, le chèvrefeuille avait atteint des proportions monstrueuses. Après la maison, sur la gauche, c'était un champ, et la Pinto partit à l'assaut de la colline, assez élevée et abrupte. À mi-chemin, la voiture se remit à peiner. Les à-coups furent pires que jamais. « Elle va aller jusqu'en haut, maman ?»« Oui, » répondit la jeune femme d'un ton lugubre. De 65, l'aiguille de l'indicateur de vitesse descendit à 45. Donna passa en première, mais la Pinto protesta plus violemment encore. Le moteur se mit à pétarader, faisant exploser les gaz dans le pot d'échappement. Tad commença à pleurer. La voiture semblait prête à caler, mais Donna apercevait la maison des Camber et la grange rouge qui leur servait de garage. Appuyée à fond sur l'accélérateur lui ayant réussi tout à l'heure, la jeune femme essaya de nouveau et le moteur parut s'assagir. L'aiguille du compteur repassait maintenant de 25 à 30 km à l'heure. Puis les secousses reprirent. Donna tenta une fois de plus de relancer les gaz, mais au lieu de repartir, le moteur ralentit encore. Sur le tableau de bord, l'ampère-mètre se mit à clignoter sinistrement, indiquant que la Pinto était sur le point de caler. Mais cela n'avait plus grande importance, car la voiture était en train de dépasser péniblement la boîte aux lettres des Camber. Enfin arrivée. Un paquet apparaissait sous le couvercle de la boîte, et Donna eut le temps de distinguer le nom de l'expéditeur. Whitney & Co. Elle enregistra inconsciemment l'information, tandis que son attention immédiate se concentrait sur le fait de conduire l'auto jusque dans l'allée. Elle pourrait bien caler alors, pensa-t-elle. Camber sera bien obligé de la réparer, qu'il ait le temps ou non. L'entrée de la propriété se trouvait relativement loin de la maison. Si l'allée avait été aussi raide que celle des Trenton, la Pinto n'aurait pas été en mesure de la gravir. Mais l'allée des Camber, après une petite butte initiale, restait plate, ou bien partait en pente douce jusqu'à la grange. Donna passa au point mort et laissa le véhicule rouler tout seul en direction du grand bâtiment dont les portes étaient entr'ouvertes. Dès que Donna lâcha l'accélérateur pour appuyer sur la pédale de frein, le moteur se remit à tousser, faiblement cette fois-ci. L'ampère-mètre reprit ses pulsations, tels les battements d'un cœur, puis brilla pour de bon. La Pinto cala. Tad leva les yeux vers sa mère. Elle lui sourit. « Tad, mon vieux, nous sommes arrivés. »« Ouais, » soupira l'enfant. « Mais tu crois qu'il y a quelqu'un ?» Un pick-up vert était garé près de la grange. Il s'agissait bien de celui de Camber et non pas du véhicule d'un client attendant une réparation. Cela, elle en était sûre pour avoir déjà remarqué le camion la dernière fois.
Mais aucune lumière ne brillait à l'intérieur du garage. Donna tendit le cou pour s'apercevoir que la maison elle aussi était sombre, et puis il y avait ce paquet dans la boîte aux lettres. L'expéditeur était Whitney & Co. Elle connaissait ce nom. Son frère avait reçu leur catalogue quand il était adolescent. Ils vendaient des pièces détachées, des accessoires automobiles et du matériel de commande. Qu'ils aient envoyé un colis à Joe Camber paraissait on ne peut plus naturel, mais si celui-ci se trouvait dans son atelier, il aurait sans doute déjà pris son courrier. Il n'y a personne, songea-t-elle avec découragement. Donna ressentit une sorte de colère lasse à l'égard de Vic. Camber est toujours chez lui, mais oui, il prendrait racine dans son garage s'il le pouvait, bien sûr, sauf quand j'ai besoin de lui. Bon, je vais voir quand même, déclara Donna en ouvrant sa portière. Je n'arrive pas à enlever ma ceinture, gémit Tad en se débattant inutilement contre les systèmes de fermeture. Attends, ne t'excite pas, Tad, je vais te faire descendre. Elle s'extirpa de la voiture, fit claquer la portière et avança de 2 pas vers l'avant de l'auto dans l'intention de rejoindre le côté passager pour délivrer Tad de ses harnais. Cela donnerait à Camber le temps de sortir pour voir qui arrivait, si jamais il était là. Donna n'aimait pas beaucoup débarquer ainsi, sans avoir prévenu. C'était certainement stupide, mais depuis la scène si éprouvante avec Steve Kemp dans la cuisine, elle avait davantage pris conscience de ce que représentait le fait d'être une pauvre femme sans défense, que depuis l'âge de ses 16 ans, âge auquel ses parents lui avaient permis de sortir. Le calme frappa la jeune femme. L'atmosphère était si chaude et si silencieuse qu'elle en devenait presque énervante. Certains sons se faisaient entendre, bien sûr, mais plusieurs années passées à Castle Rock n'avaient pas réussi à donner une ouïe campagnarde à cette New-Yorkaise qui commençait à peine à se faire au bruit d'une petite ville, et elle se trouvait ici en pleine campagne. Donna aperçut un chant d'oiseaux, puis un autre plus grinçant de corbeaux, venant du grand champ qui s'étirait sur le flanc de la colline qu'ils venaient de franchir. Une légère brise soufflait, et les chênes qui bordaient l'allée projetaient une ombre mouvante au pied de la jeune femme. Mais elle ne distinguait aucun ronronnement de moteur, pas même le lointain ronflement d'un tracteur ou d'une lieuse. Une oreille de la ville saisit plus facilement les bruits provoqués par l'homme. Les sons naturels ont du mal à passer au travers du filet très serré de la perspection sélective. L'absence totale de ces bruits humains met mal à l'aise. Je l'entendrais s'il travaillait dans la grange, songea Donna, mais elle ne percevait que le crissement de ses propres pas sur le gravier de l'allée et un bourdonnement très faible, à peine audible. Sans même réfléchir, son esprit décida qu'il provenait d'un transformateur fixé sur l'un des poteaux électriques situés près de la route. Elle atteignait le pare-choc avant et s'apprêtait à passer devant le capot quand elle remarqua un nouveau son, un grondement bas et intense. Donna s'immobilisa, la tête levée, cherchant à en localiser l'origine. Elle n'y parvint pas tout de suite et sentit la terreur l'envahir, non à cause du son lui-même, mais parce qu'il semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Son radar intérieur, un dispositif de survie peut-être, passa en revue les alentours et Donna comprit que le grognement émanait de la grange. « Maman !» Tad se penchait par la fenêtre ouverte aussi loin que son harnais le lui permettait. « Je n'arrive pas à ôter cette saleté de... » Chut ! Elle esquissa un pas en arrière, la main droite légèrement appuyée sur le capot de la Pinto, les nerfs tendus, ne se sentant pas encore prise de panique, mais plutôt dans un état de vigilance aiguë. « Il ne grondait pas comme ça avant, se dit-elle. Cujo sortit du garage de Joe Camber. Donna le fixa du regard, sa respiration s'interrompit complètement, mais sans douleur dans sa gorge. Il s'agissait bien du même chien, c'était Cujo, mais... oh mon Dieu ! Les yeux du chien rencontrèrent les siens. Rouge et chassieux, il sécrétait une substance visqueuse. Cujo semblait pleurer des larmes de colle. Son poil fauve était maculé de boue et de sang. Serait-ce du sang, mon Dieu ? Donna ne paraissait pas prête à bouger. Elle ne respirait plus, poumons figés, étale. Elle avait entendu dire que la peur paralysait, mais n'aurait jamais imaginé que cela pût être vrai à ce point. Son cerveau et ses jambes semblaient déconnectés. Les filaments trop tendus des nerfs courant le long de sa colonne vertébrale avaient coupé le signal. De ses mains ne subsistaient plus que 2 masses de chair insensibles soudées à ses poignets. Elle urina. Elle ne s'en serait pas aperçue s'il n'y avait pas eu cette lointaine sensation de chaleur. Le chien donnait l'impression de connaître tout cela. Pas un instant, ses yeux terribles et sauvages ne quittèrent les pupilles agrandies de Donna. La bête se mit à avancer lentement, presque avec mollesse. Elle arriva sur les planches posées à l'entrée du garage, puis fut sur le gravier, à moins de 10 mètres de la voiture. Le grondement ne s'interrompait jamais, sorte de vrombissement très bas, menaçant,
et apaisant à la fois. De l'écume s'échappait du museau de Cujo. Donna ne parvenait toujours pas à exécuter le moindre mouvement. C'est alors que Thad aperçut le chien, vit le sang qui zébrait son pelage. Il hurla, un cri très perçant qui fit tressaillir le Saint-Bernard, et le son parut délivrer Donna. Chancelante comme une ivrogne, elle se retourna et se cogna le mollet contre le pare-choc. La chaleur fusa jusqu'à la hanche. La jeune femme se mit à courir. Le grognement de Cujo se mua en un terrible rugissement de rage, et la bête s'élança. Donna sentit ses pieds déraper sur le gravier. Elle ne put retrouver son équilibre qu'en projetant son bras en travers du capot. Son coude heurta la tôle et elle émit un petit cri de souffrance. Sa portière était fermée. Elle l'avait claquée sans réfléchir en sortant de l'automobile. Sous la poignée, le bouton lui apparut soudainement extraordinairement brillant, lui envoyant les rayons du soleil dans les yeux. « Je n'arriverai jamais à ouvrir cette portière, à rentrer et à la refermer, » pensa Donna, prenant brusquement conscience du fait qu'elle allait peut-être mourir. « Je n'aurai pas le temps, impossible !» La jeune femme parvint à ouvrir la portière. Elle entendait le son étranglé que produisait son souffle dans sa gorge. Thad poussa un nouveau hurlement, strident, déchirant. Elle s'assit, ou plutôt s'écroula, sur le siège du chauffeur. Donna entrevit Cujo qui se rapprochait, bandant les muscles de son arrière-train pour bondir et l'écraser sous ses 100 kilos. Son épaule faisant résonner le klaxon, son bras droit passé par-dessus le volant, elle tira de toutes ses forces sur la portière qui se ferma. Il était moins une. La portière à peine refermée, un coup violent ébranla la voiture, comme si l'on venait de décharger un monceau de bois de chauffe contre l'aile. Les aboiements furieux de l'animal cessèrent brusquement. Ce fut le silence. « Il s'est assommé, songea-t-elle, ne se contrôlant plus. « Merci, mon Dieu, merci, mon Dieu !» Un instant plus tard, la tête déformée et couverte d'écume surgit de l'autre côté de la vitre, évoquant un monstre de cinéma qui aurait décidé de donner au public un dernier frisson en sautant de l'écran dans la salle. Donna distinguait ses énormes crocs. Une fois encore, elle éprouva l'horrible sensation que le chien la regardait. Elle, pas simplement une femme coincée dans sa voiture avec son petit garçon, mais elle, Donna Trenton, comme s'il l'attendait depuis longtemps déjà. Cujo se remit à aboyer, et le bruit retentit incroyablement fort dans l'habitacle, malgré les verres sécurites. Donna se rendit soudain compte que si elle n'avait pas remonté machinalement la vitre en arrêtant l'auto, comme son père le lui avait appris, tu arrêtes la voiture, tu remontes ta vitre, tu mets le frein à main, tu coupes le contact et fermes la portière à clé. Elle aurait maintenant la gorge en moins. Son sang recouvrirait le volant, le tableau de bord et le pare-brise. Un seul geste, si automatique qu'elle ne se rappelait même plus l'avoir fait. Elle hurla, la tête d'épouvante disparut. Donna se souvint de Thad et le chercha du regard. En apercevant son fils, elle sentit une nouvelle peur la transpercer telle une aiguille brûlante. L'enfant ne s'était pas évanoui, mais n'avait pas non plus toute sa conscience. Il était retombé contre le dossier de son siège, les yeux grands ouverts, dépourvus d'expression. Son visage était livide, et ses lèvres avaient pris une teinte bleuâtre aux commissures. « Thad !» La jeune femme fit claquer ses doigts sous le nez du petit garçon qui cligna lourdement des paupières. « Thad !»« Maman !» prononça-t-il avec difficulté. « Le monstre du placard, comment il a fait pour sortir ? C'est un rêve, je fais la sieste. »« Ça va s'arranger, » le rassura-t-elle, néanmoins glacée par ce qu'il venait de dire au sujet du placard. Donna vit la queue du chien et le haut de son énorme dos passer devant le capot. L'animal se dirigeait du côté de Thad. Et la vitre de Thad n'était pas remontée. Donna plongea par-dessus les genoux de l'enfant, mue par une telle détente nerveuse qu'elle s'écrasa les doigts contre la manivelle. Le souffle court, elle s'efforça de la faire tourner aussi vite qu'elle put, sentant Thad se tortiller sous elle. La vitre était remontée aux 3/4 quand Cujo bondit. Son museau s'engouffra dans l'interstice, mais fut coincé contre le plafond au fur et à mesure que la vitre se refermait. Ses aboiements et ses grognements emplirent l'intérieur de la voiture. Thad se remit à crier, en serrant sa tête dans ses bras, ses avant-bras masquant ses yeux. Il essaya d'enfouir son visage dans le ventre maternel, et dans ses efforts désespérés pour fuir le monstre, gêna la manœuvre de Donna. « Maman, maman, fais-le s'arrêter, fais-le s'en aller !» Donna sentit quelque chose de chaud lui couler sur les mains. Elle vit avec horreur qu'il s'agissait d'un mélange de pu et de sang que laissait échapper la gueule du chien. Usant de toutes ses forces, la jeune femme réussit à donner encore un quart de tour à la manivelle, et puis Cujo se retira. Donna n'eut que le temps d'entrevoir les traits terriblement déformés du chien, caricature démente de la tête si amicale du Saint-Bernard. Puis l'animal retomba sur ses pattes et Donna ne distingua plus que son dos.
Elle n'eut aucun mal à faire tourner la manivelle jusqu'au bout. La glace relevée, elle s'essuya les mains sur son jean, ne pouvant réprimer quelques plaintes dégoûtées. « Oh mon Dieu, quelle horreur !» Tad avait de nouveau sombré dans cet état de semi-conscience. Le claquement de doigts ne suscita cette fois aucune réaction. « Oh mon Dieu, il va en rester traumatisé toute sa vie. Tad, mon chéri, si seulement je t'avais laissé avec Debbie. » Elle prit l'enfant par les épaules et commença à le secouer tout doucement d'avant en arrière. « C'est la sieste ?» demanda-t-il à nouveau. « Non, répondit-elle. Il gémit, son rauque et douloureux qui déchira le cœur de la jeune femme. Non, mais tout va bien, Tad, ça va. Le chien ne peut pas rentrer. Les fenêtres sont fermées maintenant. Il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas nous attraper. Ces paroles semblèrent apaiser le petit garçon. Son regard s'éclaira légèrement. Alors on va à la maison, maman. Je veux pas rester ici. Oui, oui, nous allons. Tel un gigantesque projectile velu, Cujo bondit sur le capot de la Pinto, visant le pare-brise. Tad poussa un cri, les yeux exorbités, ses petites mains se refermant sur ses joues pour y laisser de vilaines traces rouges. « Il ne peut pas nous attraper !» hurla Donna. « Tu m'entends? Il ne peut pas rentrer, Tad !» Cujo heurta le pare-brise avec un bruit sourd, puis rebondit, essayant de se raccrocher à la tôle. La peinture du capot se couvrait des raflures, puis l'animal chargea de nouveau. « Je veux rentrer à la maison !» cria Tad. « Serre-moi fort, t'as dit. Ne t'inquiète pas. » Les mots paraissaient bien ridicules, mais que dire d'autre? Tad enfouit son visage dans la poitrine de sa mère au moment où Cujo s'abattait une fois de plus sur le pare-brise. Le chien barbouilla la vitre de bave en essayant de la mordre. Ses yeux brouillés et purulents plongèrent dans ceux de Donna. « Je vais vous mettre en pièces, semblait-il dire, toi et l'enfant. Dès que je parviendrai à pénétrer dans cette petite boîte de tôle, je vous dévorerai vivant. Je mastiquerai vos chairs en écoutant vos hurlements de douleur. » La rage, comprit Donna. Ce chien a la rage. Sentant la peur monter en elle, elle regarda le camion de Joe Camber par-dessus la masse du Saint-Bernard. L'homme s'était-il fait mordre? Sa main trouva la manette du klaxon, elle la pressa. L'avertisseur de la Pinto retentit, et le chien s'écarta précipitamment, en perdant presque l'équilibre. « Ah, t'aimes pas beaucoup ça, hein ?» s'exclama triomphalement Donna. « Ça te fait mal aux oreilles, hein ?» Et la jeune femme corna encore une fois. Cujo s'éloigna. « Maman, s'il te plaît, rentrons à la maison. » Donna tourna la clé de contact. Le moteur toussa 1, 2, 3 fois, mais refusa de tourner. La jeune femme abandonna. « Mon chou, nous ne pouvons pas partir maintenant. La voiture... »« Si, maintenant, tout de suite. » Donna sentit sa tête bourdonner. De grandes vagues douloureuses, parfaitement synchronisées avec les battements de son cœur. « Tad, écoute-moi, l'auto ne veut pas démarrer. C'est cette soupape, tu sais. Il faut que nous attendions que le moteur refroidisse. Je pense que ça marchera alors. Nous pourrons nous en aller. » Il ne nous restera plus qu'à sortir de l'allée, descendre de la colline. Même si le moteur cale, cela n'aura plus beaucoup d'importance, car à ce moment-là, nous pourrons le faire en roue libre. Si je ne rate pas mon coup et me sers bien de mon frein, je devrais pouvoir ramener la voiture jusqu'à la route Maple Sugar, même sans moteur. Elle songea à la maison située au bas de la colline, celle où le chèvrefeuille proliférait monstrueusement. Il y avait des gens là-bas. Elle avait remarqué des voitures. Des gens. Donna se remit à klaxonner. 3 petits coups, 3 longs, puis 3 petits. Encore et encore. Seul signal morse qui lui restait de ces 2 années de scoutisme. Ils entendraient. Même s'ils ne comprenaient pas le message, ils viendraient voir qui faisait tout ce boucan chez Joe Camber. Et pourquoi? Mais où était passé le chien? Elle ne le voyait plus. Quelle importance. L'animal ne pouvait pas rentrer et les secours ne tarderaient pas. Cela va aller, assura-t-elle à Tad. Tu vas voir.